Bonjour à tous. Donc, ah oui, trahi par la technique. Donc, je vais faire cette présentation en fait à la place de Christine Gèze qui est indisponible. Et donc, ce qui va vous être présenté ici, ce ne seront pas les résultats, bien sûr, de la prospective, mais c'est un point à mi-parcours. Alors, un petit retour sur les origines de ce projet d'étude prospective. Il y a quelques années, pas tant que ça, l'INRA et l'IFCE se sont interrogés sur un certain nombre de tendances propres à cette filière et notamment quand même une certaine résistance à certaines innovations, parmi lesquelles qui sont la génétique et la génomique. Et du coup, la question s'était posée éventuellement de faire une prospective sur ce sujet. Et puis il est apparu quand même assez rapidement que c'était un peu étroit comme angle de vue et qu'il était quand même beaucoup plus pertinent de le replacer dans un contexte général d'évolution de cette filière, qui est une filière qui présente des particularités fortes par rapport à d'autres filières qui sont d'élevage, et puis qui justement présente des tendances lourdes et aussi des incertitudes assez significatives. Et donc, en fait, au niveau de ces tendances lourdes majeures, ce sont des choses évidemment qui sont bien connues. C'est un très fort développement de l'équitation, notamment de loisirs, et des centres équestres. C'est confirmé par plein de chiffres. Le développement des paris hippiques, le PMU. Le désengagement progressif de l'État, puisqu'il apparaît à la fois au niveau de la réglementation des aides et aussi indirectement au travers, par exemple, de l'évolution des haras nationaux et de leur activité de monte. Également, et c'est un point très important, une harmonisation des réglementations au niveau de l'Union européenne qui conduit quand même à un certain nombre de modifications significatives de fiscalité, par exemple, la question de la TVA, de législation des paris hippiques, etc. Également, une tendance lourde que vous connaissez tous bien, qui est une diminution continue de la consommation de viande de cheval par habitant. Et puis aussi, un fait quand même assez majeur, c'est le fait qu'il y a un renforcement général de l'intérêt des citoyens pour la nature, le respect du bien-être des animaux, voilà, et le cheval n'y échappe pas. Donc ça, ce sont des tendances lourdes, c'est-à-dire des choses que l'on constate. Il y a également des incertitudes, parmi lesquelles donc l'évolution du contexte économique et ses conséquences potentielles sur la filière, en particulier si on avait une crise économique beaucoup plus forte et beaucoup plus longue qu'aujourd'hui, est-ce que les classes moyennes pourraient continuer à faire de l'équitation comme elles tendent à en faire depuis plusieurs années? L'autre aspect, c'est quel type de soutien public à la filière et donc si des engagements de l'État, est-ce que les régions sont à même de suppléer par exemple en la matière? Le développement, donc, c'est un peu ce qui fait le pendant du dernier point cité juste avant, en tendance lourde, le développement plutôt du prendre soin par rapport au cheval et de le considérer plus comme un animal compagnon de vie que comme un animal utilitaire, fût-ce pour le sport ou le plaisir. Et puis aussi, une question importante, la valorisation des chevaux de trait d'une manière autre, enfin avec une sortie autre que la boucherie. Voilà. Et dans ce contexte, en fait, le positionnement des éleveurs par rapport aux innovations, disons en général et notamment en génomique, apparaît effectivement comme une certaine... Enfin, il y a une incertitude sur le fait qu'ils adoptent ou pas, mais on l'a considéré un petit peu d'une manière particulière, comme on va le voir juste après. Alors, c'est un projet donc, qui a été mené en commun par les deux instituts, INRA et IFCE. C'est un projet de 2 ans. Il y a eu, donc, les deux instituts ont associé leurs compétences et leur réseau professionnel pour mener cela à bien. Et il faut savoir que cette prospective aborde tous les segments de la filière. Aucun n'a été exclu, ni les courses, ni le trait, etc. Sachant que autre particularité forte de cette filière, donc effectivement elle est très segmentée, il y a une relative étanchéité entre certains segments, elle est assez forte entre les courses et le reste, mais pour autant les segments ne sont pas étanches, puisque par exemple il y a une réutilisation d'animaux d'un segment au profit d'autres, par exemple, ou la viande qui est quelque chose de totalement transversal, même si c'est secondaire.
Et donc l'objectif, en fait, c'est de finalement fournir une aide à la décision. Pour quoi? Pour l'orientation des recherches d'abord, puisque les organismes commanditaires sont très concernés par la recherche, et puis aussi quand même par la possibilité d'aide à la décision pour les politiques publiques, pourquoi pas, et puis pour la définition de stratégies collectives de la filière. Et donc la méthode qui a été utilisée, on la détaillera un peu plus après, c'est la méthode de construction de scénarios d'évolution possible de la filière. À un horizon qui est 2030, c'est à la fois loin et pas loin, c'est-à-dire que, compte tenu par exemple de l'intervalle de génération chez le cheval, c'est somme toute pas tellement pour un éleveur, hein, mais en même temps, bon, ça nous place à une perspective suffisamment proche pour être encore un peu guidé par la situation d'aujourd'hui. Alors le dispositif, je le cite rapidement, c'est d'abord un comité de pilotage INRA-IFCE représenté par Patrick Herpin et Françoise Clément, une équipe projet mixte INRA-IFCE avec 2 personnes de l'INRA, donc Christine Gèze et moi-même, et puis Florence et Marion qui sont ici pour l'IFCE. Et puis cette équipe, en fait, elle alimente les réflexions et elle anime un groupe de travail qui fait justement un gros travail. Ce groupe pluridisciplinaire est composé de 16 personnes qui sont des chercheurs, des acteurs économiques et institutionnels. Je ne vous cache pas qu'ils sont quand même relativement nombreux dans cette salle aujourd'hui, mais que malgré tout, compte tenu de la segmentation de cette filière et de tous les domaines d'expertise à mobiliser, il était absolument impossible de réunir un groupe qui soit compétent en tout. Et que par conséquent, il y a eu un gros travail d'ouverture et de complément pour auditionner des acteurs économiques, institutionnels, voilà, de la filière, et ça a représenté quand même 61 auditions différentes. Voilà, et ces consultations donc, ont été complétées par en fait des ateliers de réflexion régionaux pour voir un peu comment, dans une région donnée, des acteurs que l'on invitait à discuter, finalement à débattre, percevaient un peu les choses qui sont en cours de maturation. Et ces 3 régions, assez contrastées, ont été choisies comme assez contrastées. Il s'agit du Languedoc-Roussillon, de l'Île-de-France et de la Basse-Normandie. Et il y a eu donc 43 participants au total. Oula. Alors, qu'est-ce que la prospective, puisqu'on en parle, mais on n'a pas encore dit exactement ce que c'était. Alors je vais commencer par vous dire ce qu'elle n'est pas. Elle ne donnera ou ne fera pas. Elle ne donnera pas une image datée ou chiffrée de ce que sera la filière équine dans 20 ans. C'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de faire une vraie prévision, sensu stricto. Et c'est le but de la prospective est encore moins, j'insiste là-dessus, de préconiser ou de dicter des options à prendre. C'est-à-dire que ce n'est pas une instance politique ou consultative qui va dire ce que ça doit être. Donc il n'y a pas de solutions qui sont proposées. Donc on peut se dire à quoi sert à ce moment-là la prospective. En fait, selon la définition qui figure ici en mauve, c'est un outil qui ne prédit pas l'avenir, mais qui nous aide à le construire. Et comment finalement fait-on pour construire cet avenir? Eh bien, ça consiste finalement à explorer des futurs possibles, et pour cela, à identifier au départ un certain nombre de forces motrices qui peuvent faire bouger les choses dans un sens ou dans l'autre. On peut imaginer évidemment différentes façons de le faire, hein. Et donc, ça se fonde en fait sur, par exemple, donc, dans les moteurs d'évolution, on constate qu'on a des tendances lourdes. Alors, par exemple, la diminution de la consommation de viande de cheval. Voilà. Il y a des incertitudes. Par exemple, l'évolution des paris hippiques. Ça bouge, mais on ne sait pas exactement jusqu'où et comment cela va bouger. Et il y a des ruptures potentielles. On pourrait citer par exemple une interdiction de l'abattage des chevaux. Les USA l'ont bien fait. Pourquoi pas? Et donc, en fait, à partir donc de ces éléments qui sont des moteurs d'évolution, on va essayer de les articuler, de les combiner pour en faire des scénarios en fait qui vont être un petit peu ensuite étoffés sous forme d'histoires qui vont vous raconter finalement des futurs possibles, c'est-à-dire des options en fait.
Sachant que, bien entendu, aucun de ces scénarios, aucune de ces histoires ne va se réaliser en l'état, il y aura probablement un mix, etc. Mais voilà l'idée. Et donc le but de ces scénarios, en fait, c'est d'essayer de dégager un peu des marges de manœuvre, des espaces de choix à investir pour se préparer à des changements, en fait. C'est-à-dire que, essayant d'imaginer ce qui peut arriver, cela revient donc à éclairer la décision et pour faire en sorte que les acteurs qui, eux, ont la possibilité d'influencer l'avenir, favorisent ou évitent au contraire certaines évolutions qui pourraient être jugées par eux favorables ou défavorables au contraire. Voilà de quoi il s'agit. Alors, quels sont finalement les moteurs d'évolution et les grands domaines? Oula. Le groupe de travail donc s'est interrogé au départ sur les évolutions passées et a dressé un état des lieux. Il a donc procédé à un recensement des facteurs d'évolution qui ont été regroupés en 5 grands domaines. Vous les avez mentionnés ici. D'abord, le contexte général économique et sociétal, les politiques publiques et réglementations, les attentes des usagers, l'offre équestre et hippique et l'organisation et les stratégies des producteurs de chevaux. Sachant que les innovations, finalement, ou plus exactement le fait de les adopter ou non, n'apparaissent pas comme un élément indépendant en termes d'évolution, mais qu'ils seront plutôt reliés en fait à l'évolution des contextes. Et donc, voici quelques exemples de grandes composantes d'évolution. Celles-ci concernent les attentes des utilisateurs. Bien sûr, il n'est pas question de les regarder toutes. Vous en avez 5 dans la colonne de gauche qui représentent donc différentes facettes des attentes des utilisateurs. Si on examine la première ligne qui concerne la sensibilité à l'image du cheval, la tendance qui est en cours et qui pourrait durer, c'est une attirance puissante et durable pour les sports et les loisirs équestres, on le voit au travers des statistiques, et puis la popularité des paris hippiques avec le développement du PMU par exemple. Pour autant, des évolutions sont possibles, voire des ruptures, c'est-à-dire que pour des raisons économiques, par exemple, on pourrait imaginer que les classes moyennes n'aient plus les moyens de poursuivre, de continuer à faire de l'équitation en masse, ou bien autre évolution concernant là plutôt les courses, une perte de popularité des paris hippiques avec le développement d'autres jeux d'argent et le changement de mentalité des parieurs avec leur rajeunissement. Donc ça c'est un premier exemple. Vous en avez ici un second qui concerne, lui, l'organisation et les stratégies des producteurs de chevaux. Ce que je vous propose, c'est de regarder rapidement la première ligne, c'est-à-dire les profils et les objectifs des éleveurs. À ce jour, et on va dire que c'est plus vrai pour le cheval de sport, mais le rêve est quand même un moteur très fort pour les éleveurs, le rêve de produire un cheval d'élite. Et à côté de cette tendance, on a des cavaliers propriétaires de juments qui font de la reproduction d'une manière un petit peu marginale. Et cette situation va-t-elle durer indéfiniment? Le groupe de travail estime que cela n'est pas sûr et qu'on pourrait quand même imaginer qu'à l'avenir, ce moteur ne soit pas suffisant pour finalement faire face aux difficultés économiques et qu'à ce moment-là, il soit nécessaire de rechercher une meilleure rentabilité pour continuer à approvisionner une demande qui subsisterait, dans un contexte où, comme vous venez de le voir avec l'exposé de Pascal, les importations sont en augmentation assez forte. Voilà. Une seconde évolution qui est plutôt en rupture, qui a été imaginée, c'est un élevage de juments en collectivité pour ce qui concerne essentiellement les cavaliers propriétaires de juments, pour, disons, faire autrement la production de chevaux. Alors, où en est-on aujourd'hui vers la construction de scénarios d'avenir, puisque je ne vais pas les dévoiler. En fait, donc, le groupe de travail construit des hypothèses d'évolution sur les grands éléments moteurs, combine ces hypothèses en micro-scénarios, je l'ai déjà dit, va disons, écrire un certain nombre d'histoires à partir de ça. Disons, ce qui est nécessaire, c'est que
les scénarios soient à la fois vraisemblables, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait une chance, même faible, qu'ils se réalisent, qu'ils soient cohérents, c'est-à-dire qu'il y ait une logique dans la façon d'associer les différents éléments qui l'ont composé, qu'ils soient pertinents, parce que s'il n'y a pas d'enjeu dans un scénario, il n'a pas vraiment d'intérêt pour la décision, et puis qu'ils soient contrastés, c'est-à-dire qu'ils sont un peu caricaturaux pour justement bien imager des situations particulières. Et donc, actuellement, donc, on en est à peu près à la phase du milieu, avec une déclinaison des histoires par segments, une identification et une analyse des enjeux des scénarios, et puis l'illustration régionale des scénarios qui est en cours. Les ateliers ont eu lieu. Et ensuite, il y aura donc rédaction du rapport de la prospective et une communication et une mise en débat, puisque c'est finalement cela qui a de l'intérêt, et comme ça a déjà été dit, ce sera le 2 octobre dans ces mêmes lieux. Donc, que retenir? On le redit une nouvelle fois, la prospective ne prédit pas l'avenir, mais nous aide à le construire. C'est une exploration du futur par la construction de scénarios d'évolution contrastés à l'horizon 2030 pour aider la recherche dans la définition de ces orientations, mais pas seulement, ça peut servir à bien d'autres. C'est une dynamique qui est collective, qui est participative et qui a quand même impliqué une centaine de personnes, somme toute, depuis là, et qui sera suivie d'un partage des résultats et d'une mise en débat, donc comme il a été dit, le 2 octobre. Voilà, merci de votre attention, excusez-moi d'avoir été trop long.